il faut bien voir que nous avons besoin de pouvoir participer à l'émancipation. Autrement, nous serons des émigrés ici et en Afrique, nous aurons participé à rien du tout. Pour revenir à ceux qui pourraient dire qu'effectivement, le Rasta vend très cher, le Rasta est cher, eh bien je suis fier de pouvoir dire que je fais partie de ces gens qui cherchent à capitaliser. Je ne suis pas quelqu'un qui veut vivre au gré du RMI, c'est de ces gens-là. Alors les RMI qui croient qu'ils vont pouvoir aller aider l'Afrique, non. C'est en pratiquant un exercice, en faisant quelque chose ici. Donc nous, dans notre démarche, même si nous disons le retour en Afrique, ce retour en Afrique, ça passe par un moyen de former des jeunes qui vont participer à faire ce travail. Nous, à travers le reggae, on a réussi à créer une infrastructure qui aujourd'hui, si on devait la quantiser et si on devait rentrer vraiment dans les détails, le reggae a participé énormément à l'émancipation de tout ce qu'on appelle DJ, tout ce qu'on appelle soirée, tout ce qu'on appelle toutes ces choses aujourd'hui. Le reggae a sa part là-dedans. Je ne dis pas qu'il est exclusivement, mais revenons dans les années 75 pour voir quel était le visage de la France, quel était le visage des jeunes français en 1975. Voilà. Donc, c'est vrai que je n'ai pas 20 ans, je n'ai pas 25 ans. Donc, j'ai un vécu qui fait que j'aborde des sujets qui demandent une certaine connaissance de l'histoire et pour certains ne pas avoir tout appris dans les livres et il faudrait que les gens aient un peu plus de vécu. Alors pour ce qui touche à la Jamaïque, il faut absolument que les gens aillent en Jamaïque pour pouvoir percevoir les propos de Sizzla ou de Capleton ou d'artistes comme ça que nous on met à la place de prophètes parce qu'ils font un travail prophétical. Et à fur et à mesure que l'intellectuel humain, et là je parle en termes de l'humain, l'intellectuel humain est en train d'avancer, d'avancer. Et plus il va avancer, et plus il va reconnaître les propos que nous tenons aujourd'hui. N'attendez pas 200 ans pour pénétrer les messages qu'on essaie de vous transmettre, que Bob Marley vous a transmis, et que nous, péniblement, nous essayons de maintenir. Jah love, Jah love, Jah love. Ah. Ta personnalité, c'est ce que je me tiens à dire. C'est ce que j'aimerais bien leur expliquer. Mais... Alors Kodjo, pour ceux qui prétendent que tu n'es pas un pionnier sur les puces, tu réponds quoi? Il faudrait que je leur réponde déjà qu'à l'époque de la Maubert Mutualité, hein, dans les années 80-82, il n'y avait personne carrément qui vendait ni t-shirt, ni badge, ni rien. Ceux qui y étaient sauront très bien que c'était INI qui y étions. Les militants, parce que nous, à travers notre militantisme, on produisait beaucoup de produits parce que les choses n'arrivaient pas. Personne ne fabriquait vert jaune rouge. On a été les premiers à prendre de la noix de coco et à faire du vert jaune rouge dessus. Et maintenant, tout le monde fait ça. Jusqu'en Chine, les gens font des badges vert jaune rouge avec Haïlé Sélassié dessus. Sur les puces de Saint-Ouen, ce qu'il faudrait bien savoir, il faut bien savoir que différencier les reggaeman des rastas. Je ne suis peut-être pas le premier reggaeman à être venu sur les puces, puisque déjà je ne suis pas un reggaeman. Mais en tant que rastaman, j'ai un frère comme Joseph qui était là, qui a été ici, qui vendait des livres sur l'avenue là-bas. Ça, c'est un ancien rastaman. Mais même ces frères-là, nous-mêmes, nous avons participé à les mettre dans ce mouvement-là. Parce qu'on était plus politisés, donc on était plus occupés à organiser ceux qui devaient prendre place, ceux qui devaient créer des petites structures pour pouvoir subvenir à leurs besoins, sans être obligé d'aller travailler pour Babylone. Parce que ça fait partie des échéances des Rastas. C'est-à-dire, rentrer, oui, gagner de l'argent, oui, mais on ne veut pas les gagner aux frais de Babylone. Alors il y en a, ils me disent, ouais, mais t'achètes tes produits en Chine. Mais quand nous, on les a fabriqués, nos produits, les gens nous ont volé nos idées, ce drapeau. Alors moi, je suis fier de vous montrer ce drapeau, il est fabriqué en Éthiopie. Donc c'est quelqu'un qui me l'a ramené d'Éthiopie pour que je puisse vous le présenter. Mais aujourd'hui, je peux vous montrer les mêmes, pas les mêmes exactement, mais à quelque chose près, je peux vous montrer des drapeaux et c'est fabriqué en Thaïlande. C'est ceux-là qui sont juste à côté de vous. Voilà. Ils ont l'air comme ça, c'est les mêmes, mais ils sont fabriqués en Thaïlande. Donc effectivement, si les gens nous aidaient à pouvoir faire avancer notre productivité, faire avancer notre créativité, surtout en Jamaïque, là où elle est la plus forte,
Et maintenant en Afrique, parce que beaucoup de Jamaïcains se sont rapatriés en Afrique, donc il y a toute une merchandising qui se fabrique en Afrique, hein, et ça serait là justement l'intérêt de s'y intéresser. Mais évidemment, les gens qui vont me dire que je vends cher, pourquoi? Parce qu'ils touchent le RMI, ils sont assistés, ils sont pris l'habitude d'acheter des choses pas chères. Mais vous saurez que des gens qui veulent acheter des choses parce qu'ils en ont une passion ou parce qu'ils sont intéressés d'une quelque manière, s'intéressent à une certaine qualité. Dans toute chose, vous avez plusieurs qualités, aussi bien dans les bonnets qui sont en laine, qui vont vous laisser des peluches dans les cheveux, que du coton industriel, que du coton écologique. Donc aujourd'hui, il y a toute une range de gens qui sont en train de nous voler nos idées, commercialiser, faire du fric sur le dos des Rastaman. Donc évidemment, ces gens-là ne veulent pas entendre un Rastaman parler, tenir des propos comme ça, puisque tout d'un coup, ça va délégitimer sa démarche. Mais effectivement, si on permettait à des Rastas de vivre de leur labeur, c'est-à-dire de leur reggae, de faire des soirées de reggae, de faire de l'artisanat, toutes ces jeunes sisters dans la communauté Rasta, ces femmes que vous voyez avec des bonnets vert, jaune, rouge, hein, qui vivent en faisant des bonnets parce que c'est une tradition chez les Rastaman. Hein, aujourd'hui, ne peuvent plus vivre de cet art. Pourquoi? Parce que la plupart des bonnets que vous allez voir ici, ce sont des bonnets qui sont fabriqués industriellement. Et on ne peut pas échapper à ce rapport industriel. Ceci étant, je vais vous montrer deux bonnets qui sont super, que j'affectionne énormément et qui me viennent tout droit du Zimbabwe. Alors si vous regardez encore les missions qu'ils ont passées, vous saurez qu'est-ce qu'a été le Zimbabwe. Le Zimbabwe a été le camp de concentration avant que les camps de concentration existent. Donc c'est vraiment quelque chose de spécial. Ne vous inquiétez pas, messieurs, dames. C'est pas grave, excusez-moi. Je suis à vous dans quelques secondes. Donc c'est vraiment... alors qu'on me parle du premier, du dernier, il faut bien séparer les reggaeman des rastaman. Les rastaman ont une autre échéance que les reggaeman. On entend des chanteurs parler de choses et d'autres. Les gens font un tollé sur ça. Clint Eastwood, il tue beaucoup de gens dans ses films. Il tue surtout les mauvais dans le film. Tous les méchants, il les tue dans le film, Clint Eastwood. Mais à la fin du film, j'ai jamais vu Clint Eastwood tuer des gens dans la rue parce qu'ils sont méchants. Ouais. Le reggae, c'est un film. Tout dépend ce que tu appelles méchant. Non, mais ce que je veux dire à travers ça, c'est que le reggae, c'est un film. Le reggae, c'est une peinture. C'est de l'art abstrait. Faut voir ça autrement. Donc, dans cette peinture, il peut être dessiné des choses horribles. Alors, autant il y a des films de vampires, qu'il y a des films de guerre, qu'il y a des films de violence, autant dans le reggae, vous avez ce genre de rapport dans la peinture. Nous peignons une peinture en rapport avec le panafricanisme, la libération. Quand j'ai vu sur la 5 que j'entends que Kwame Nkrumah passe pour un dictateur, évidemment, tous ceux qui ont réclamé leur indépendance, tous ceux qui ont voulu une indépendance économique, et non pas seulement intellectuelle, quand ils étaient contre le capitalisme, à l'époque, c'était les États-Unis, l'Europe, l'Occident, ils se sont retrouvés à avoir une seule interlocuteur. Aujourd'hui, ces braves gens à la télévision se sont permis de tenir des propos que nous, on va considérer encore néocolonialistes, quoi. Ça veut dire que les gens peuvent parler de l'Afrique, mais l'Africain peut difficilement parler de lui-même. Et encore dans des journaux que je lisais encore tout à l'heure, ou bien même sur les réponses de l'Internet, il est dit dedans qu'il y a quelqu'un qui se permet de dire qu'il a travaillé avec des Africains qui étaient très gentils, mais comme les Africains travaillent cool, c'est pour ça qu'en Afrique, les choses n'avancent pas. Bon, ce monsieur, quand il dit ça, on ne voit pas son visage. Moi, quand je l'appelle blanc, il voit mon visage. Donc, il peut me critiquer. Il peut se sentir agressé par mes propos.